Aujourd'hui, je viens vous parler d'un ouvrage paru aux éditions Le Jardin des Livres, de Satyavrith Das, Extreme Money, la crise vue de l'intérieur depuis Wall Street. Ce qui m'a amené à cet ouvrage, c'est son caractère tout à fait particulier, c'est premièrement son caractère littéraire. C'est très rare de voir un écrit de finance fait par un lettré. Contrairement à ce qu'on peut croire, la culture littéraire est vue dans les salles de marché comme quelque chose de totalement inopérant, donc de totalement inutile. Alors là, c'est un écrit qui est plein de recul, c'est un écrit de quelqu'un qui est vraiment un homme cultivé, des références théologiques, des références philosophiques, des références de sciences humaines, de littérature, de cinéma aussi beaucoup. C'est un ouvrage très américain dans un sens, malgré que le nom de l'auteur qui est d'origine indienne. C'est à mi-chemin entre le conte initiatique, l'ouvrage technique et l'écrit photo, comme les Américains savent le faire. Il y a beaucoup de prises d'ambiance. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, vous avez l'impression d'une photographie prise à l'instant T et du monde financier et des instants que l'auteur choisit. Et il fait ce qui est l'hypothèse de son livre, l'émergence d'une nouvelle religion, qui est la religion de l'argent, de l'extreme money. So this is the book, Extreme Money. Here is a multiple 100-page book that describes exactly this. Is it not the financialization of everything has created this bizarro world of extreme money? I think you've got to go back in time. Money used to be something really simple. It was basically a mechanism for exchange. You know, you wanted me to do something for you, paid me. I wanted you to do something, I paid you. Second thing was a store of value. So I saved, put the money away, could consume at a future date. Somewhere in the 70s, in the early 80s, it went completely haywire. Il part de l'hypothèse qu'au sortir de la guerre, on a voulu rebâtir le monde à partir de l'idée qu'en faisant faire des petits à l'argent, on allait apporter, disons, la parousie, apporter le paradis sur Terre. Et que le paradis est devenu un enfer. Et le plan de son ouvrage est à cet égard, vu qu'il passe de la foi, et il donne les premiers signes du changement de statut de l'argent. L'argent était un moyen d'échange sur lequel les humains ont toujours réfléchi depuis Aristote, en Occident, depuis les Védas en Inde ou Confucius en Chine, mais qui était un moyen d'échange, au service du politique, au service de la cité. Et nous avons déifié l'argent. Et il voit les étapes de cette déification à travers des épisodes assez techniques, comme la chute de l'étalon or, qui est d'ailleurs comme ça qu'il ouvre son livre, et il la raconte à partir de photos d'ambiance du monde financier, prises comme si elles avaient été d'ailleurs prises visuellement dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Et on voit un tout petit monde, ça nous renvoie à l'ouvrage de Pierre Jovanovic, Black Masters, c'est un tout petit monde. Un tout petit monde qui tourne autour de lui-même. Et c'est pour ça qu'au fond de la crise du siècle, qui est tout sauf finie, je dis ça pour Monsieur Moscovici, qui va bientôt être commissaire à Bruxelles, vu que pour lui la crise est finie, comme pour les autres, on verra dans quelques temps si la crise est réellement finie. On n'a pas compris les réactions du monde de la finance. Il emploie d'ailleurs le terme surréaliste, et en effet, c'est une autre réalité. Il y a un auteur qui est beaucoup cité dans cet ouvrage, qui est Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, d'un côté, il y a un aspect suivant le lapin blanc, dans cette histoire de la finance, sur grosso modo les 40 dernières années, où on croise un grand nombre assez peu de lapins blancs, mais beaucoup de chapeliers toqués. What is the credit crisis? It's a worldwide financial fiasco involving terms you've probably heard like subprime mortgages, collateralized debt obligations, frozen credit markets, and credit default swaps. Years ago, the investors are sitting on their pile of money, looking for a good investment to turn into more money. Traditionally, they go to the U.S. Federal Reserve, where they buy Treasury bills, believed to be the safest investment. But in the wake of the dot-com bust on September 11th, Federal Reserve Chairman Alan Greenspan lowers interest rates to only 1% to keep the economy strong. 1% is a very low return on investment, so the investors say, no thanks. On the flip side, this means banks on Wall Street can borrow from the Fed for only 1%, and there's an abundance of cheap credit. So Wall Street takes out a ton of credit, makes great deals, and grows tremendously rich. Il prend l'essentiel et l'illustre, parce qu'il y a des passages extrêmement techniques dans cet ouvrage, il les illustre par
les histoires de la finance, c'est-à-dire des guerres économiques, qui a tué qui, une histoire d'argent et de mort, et en même temps, il les renvoie au quotidien sans pour autant trop trahir les mécanismes techniques, ce qui est souvent un des grands problèmes des ouvrages de vulgarisation. Par exemple, il voit dans l'affaire Warburg qui était une grande banque, une grande famille de banquiers. Il faut savoir que les Warburg ont créé ce qu'on appelle l'OPA agressive, qui est une méthode de prise de contrôle, c'est-à-dire que vous faites chuter la valeur en bourse d'une entreprise en disant que vous voulez l'acheter, et que vous la déstabilisez. Il vous raconte par le menu comment c'est arrivé dans un langage très, très simple et en même temps très bien écrit, ponctué donc des références dont je parlais un peu plus tôt. Et c'est très étonnant de voir, pour tous ceux qui veulent se faire une culture de la crise, ça va servir, ça va resservir assez vite. Pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi BFM les enfume et qu'est-ce qu'il y a derrière le langage de BFM. Il y a à peu près tout dans cet ouvrage, coupé chapitre par chapitre, sur le monde de la finance. Quand il étudie l'argent, qui selon l'écrivain Heine, est plus liquide que l'eau, mais moins stable que l'air, il voit comment d'un simple instrument d'échange, qui a irrigué toutes les sociétés, c'est indiscutable, mais qui n'était qu'un... On n'a pas déifié le marteau, on n'a pas déifié la charrue, autrement plus utile, mais qui n'était que des instruments. Mais on a déifié l'argent. Et comment c'est arrivé? Il le voit à travers, entre autres, l'émergence de ce qu'on appelle le too big to fail, qui est toujours dans ce chapitre de la foi, c'est-à-dire comment à un moment les nouveaux titans ont émergé, ces banques énormes, trop grandes pour tomber, et donc trop grandes pour être arrêtées. Too big to fail, too big to jail. If you could fog a mirror, you could get a loan. That's how bad it was. They didn't really know or care about the qualifications of the buyers. On sait maintenant que les banques et les sociétés hypothécaires s'adonnaient à des pratiques frauduleuses pour hausser leur chiffre d'affaires. Les prêts consentis par ces institutions étaient complexes et difficiles à comprendre. Souvent, les taux étaient bas au début pour attirer l'acheteur, mais remontaient après quelques mois, ce qui faisait grimper les mensualités. Plus récemment, les enquêteurs américains ont scruté les affaires de la plus puissante banque d'investissement au pays, Goldman Sachs. The meeting of the Financial Crisis Inquiry Commission will come to order. À l'enquête du Congrès sur le crash, le président Phil Angelides accuse le PDG de la Goldman, Lloyd Blankfein, d'avoir parié contre ses propres clients sur le marché des produits financiers complexes. Do you believe that was a proper legal ethical practice? The short answer is, this is the practice of a market maker, and I would like to explain this. Blankfein, lui, nie toute responsabilité. Il dit que parier contre ses clients n'a rien de mal, car tous agissent sans connaissance de cause. I'm just going to be blunt with you. It sounds to me a little bit like selling a car with faulty brakes and then buying an insurance policy on the buyer of those cars. Every purchaser of an asset here is an institution, probably professional-only investors dedicated, in most cases, to this business. Representing pension funds who have the life savings of police officers. These are the professional investors who want this exposure. À peine 2 jours après les accusations de fraude, le président de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, accorde 5,5 milliards en bonus à ses employés. Il a l'art de manier la citation très assassine. Je me rappelle, par exemple, il commente une citation de Paul Volcker, qui a été le patron de la Fed. Il dit à un moment, en 2007, alors que Volcker a vu naître le phénomène et qu'on ne l'a pas trop entendu pendant les années 80. En 2007, il dit au fait, est-ce que quelqu'un peut juste me prouver que l'ingénierie financière peut créer des points de croissance, juste au passage? Ce qui était la promesse faite à tous les politiques depuis les années 70. Désindustrialisez-vous, une promesse un peu mêlée d'un petit racisme financier. Les Chinois vont faire ça pour nous, à moins cher, et nous, on fera de l'argent. Plus une entreprise va émettre des actions, plus elle sera dépendante des marchés et incitée à verser des dividendes. Pendant 30 ans, les dividendes versés ici en rouge ont logiquement suivi l'évolution de la rentabilité de l'entreprise, représentée ici en blanc par l'excédent brut d'exploitation. Mais, depuis 1993, on observe un décrochage en faveur des dividendes. Cela témoigne de la croissance de la financiarisation.
Cet écart, qui explose depuis les années 2000, pénalise l'investissement et donc leur développement futur. Par ailleurs, lorsqu'une crise survient, pressées par les marchés de maintenir la rentabilité, les entreprises n'ont d'autre solution que de réduire leurs coûts. Au premier rang desquels, la masse salariale, qui sert bien souvent de variable d'ajustement pour maintenir le niveau des dividendes reversés aux actionnaires. Et c'est là où on passe de la foi, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs la deuxième partie de son livre, au fondamentalisme. C'est-à-dire quand on prend la religion de l'argent au pied de la lettre. Et pour ça, il a fallu mettre au pas les banques centrales. Ça, vous savez, certainement un sujet que je connais bien à travers l'affaire dite de la loi du 3 janvier 1973, et éliminer les récalcitrants. Alors que la science économique noble, l'économie politique, nous avait mis en garde contre ça dès le XIXe siècle. Il cite beaucoup Veblen, grand auteur institutionnaliste, et Veblen avait une petite nuance, mais qui a toute son importance, entre les affaires et la production. Produire, c'est pas faire des affaires. Produire, c'est produire des biens, donner des emplois, vendre, faire de l'argent, réinvestir. C'est tout un circuit. Faire des affaires, c'est acheter 1000, revendre 1001, 1002. C'est des circuits très courts qui enrichissent très peu de gens. Leurs noms sont inconnus du grand public et pourtant ils sont au cœur du commerce international. Les négociants en matières premières achètent et vendent l'ensemble des produits de la planète pour les revendre aux acteurs de la transformation et de la distribution. Leur secteur de prédilection, l'énergie, le minerai ou encore la production agricole. C'est d'abord l'émergence des pays du Sud qui a donné un coup d'accélérateur aux échanges de marchandises autour du globe. Plus de 20% d'augmentation entre 2001 et 2010. La demande en matières premières dépassant alors l'offre, les prix ont considérablement monté en une décennie. Une bonne affaire pour les négociants, de plus en plus à l'aise sur des marchés largement dérégulés. Certains reprochent aux négociants leur influence sur les prix internationaux. Ils sont des intermédiaires obligés pour les produits de première nécessité, comme les denrées alimentaires ou l'essence. On les accuse de spéculer pour faire monter les prix. Et à ce moment-là, le système se raidit. C'est étonnant d'ailleurs, vu qu'on peut voir la première partie comme les années 70 et la deuxième comme les années 80. Dans les années 80, comme la religion de l'argent est installée, il y revient à plusieurs reprises. Il commande d'ailleurs ce film à plusieurs reprises avec l'affaire Wall Street, qui était le rôle glacé de Michael Douglas à travers le banquier Gekko, qui a connu une séquelle, un Wall Street 2 dans les années 2000. Et en réalité, c'est ce portrait des Golden Boys, de ces tout petits monstres du quotidien auxquels Douglas prêtait ses traits à la fois extrêmement séduisants et extrêmement inquiétants. Et d'un côté, c'est ce passage de l'ancienne finance, il le dit à un moment, cette finance qui citait Héraclite, où il fallait prendre des risques pour construire de grandes choses, à une finance devenue allergique au risque parce qu'elle est arrivée à le revendre. Et c'est là où on revoit le très bel ouvrage L'Or des fous de Gillian Tate, parce que c'est ce passage du fondamentalisme à ce qu'il appelle l'alchimie. Alors l'alchimie pris dans son sens le plus basique, pas chez les grands spécialistes comme Françoise Bonnardel ou d'autres, l'alchimie au sens basique, prendre du plomb, en faire de l'or. Et ça, c'est les CDO, CDS. Prendre du plomb, en faire de l'or, c'est-à-dire trouver le pigeon qui achètera le risque pour prêter à l'infini, pour aimer la dette, pour spéculer sur la dette. Et à travers la dette, la chaîne d'un pouvoir sans nom, et qui pourtant aujourd'hui, il le dit d'ailleurs très bien, s'est infiltré dans tout un circuit. On fait des livres pour apprendre aux gens à s'endetter et à en profiter. On fait des livres pour apprendre à s'en désendetter, on fait des cours de fac. Tout le circuit, depuis le MIT jusqu'à Mark Twain, tout le circuit de ceux qui sont un peu les profiteurs de la crise d'un certain côté. Cette économie parallèle sans laquelle l'empire de la grande finance ou de la grande rente, c'est la même chose, ne pourrait pas vivre. À partir de cet âge de fondamentalisme, à partir de cet âge d'alchimie, vient l'âge oligarchique, parce qu'à un moment, quand on a fait du plomb, qu'on en a fait de l'or, on est le maître du monde. Là, c'est vraiment l'œil d'un technicien, donc on est très très loin de la conspiration, du ronron, oui, ils dirigent tout, mais c'est pas qu'ils dirigent tout, c'est qu'ils ont les moyens, eux, de n'être dirigés par personne. Et ces moyens, ils les ont obtenus
en s'infiltrant dans la sphère politique. Le calvaire de la Grèce et de Goldman Sachs aujourd'hui est connu. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. Ils ne sont pas devenus plus forts que les États, mais ils ont évité que les États relèvent la tête. C'est l'affaire Giscard, c'est l'Union européenne, c'est notre futur. Et à partir de cet âge oligarchique, où il rappelle pourtant encore les mises en garde, celle de Keynes, celle de Minsky, auteur injustement méconnu en France, mais qui est l'un des pères de la science économique alternative. Dans le même genre, il y a Eric Reinert et quelques autres. Nous avons été mis en garde à plusieurs reprises, mais aucun politique n'a voulu l'entendre, parce que pendant les années 80, ça marchait. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il n'est pas bien, on veut en changer ou on n'en change pas, n'empêche qu'aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Or, pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer. On était passé du paradigme État, banque centrale, économie industrielle, plein emploi, richesse moyenne, parce que là c'est de l'économie pour le bas peuple, hein, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir voix au chapitre selon Giscard d'Estaing, ou de gagner moins de 5 000 € par mois, donc les ratés de M. Copé. On est passé à un autre système cohérent avec lui-même, dette, indépendance des banques centrales, haute finance, système logique avec lui-même et qui d'ailleurs a marché. Il le raconte d'ailleurs. Il le raconte avec le changement de visage de l'Angleterre, les années Thatcher. Comment, il ne faut pas oublier, parce que Thatcher, c'est le monde en petit. Chef du Parti conservateur en 1975, 4 ans plus tard, elle devient la première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Les années Thatcher commencent, elles vont changer le pays. Son objectif, redresser l'économie. Elle mène une politique ultralibérale, privatisation, taille dans les budgets sociaux. Elle est inflexible avec les syndicats, symbole de sa fermeté, la longue grève des mineurs en 1984-85 qui lui vaudra son éternel surnom de Dame de Fer. Quand elle est arrivée, l'une des premières choses qu'elle a fait, c'est de briser les mineurs et de libéraliser la finance. Comme la machine à émettre de l'argent, et que l'argent est symbole de réussite, alors qu'avant c'était la production, c'était la puissance, c'était l'indépendance. Maintenant, vous pouvez être un pays totalement dépendant des autres, ce qui est le cas de l'Angleterre, dépendant alimentairement, dépendant militairement. L'arme nucléaire britannique est dans la main des Américains depuis longtemps. Même les missiles de l'Angleterre sont dépendants des Américains, mais elle a fait de l'argent. Système très anglo-saxon de valeur, vu que l'argent vaut absolution dans ce système-là. Et d'un côté, et avec humour, voire même avec une certaine gouaille, il raconte comment, pour concurrencer l'Occident, lui qui est indien, a vu le changement de visage de l'Inde et surtout de l'Est asiatique, Singapour, Chine. Et comment le rapport de force est en train de s'inverser, à moins que, d'ailleurs il est assez pessimiste sur la Chine, à moins que nos vices finissent par détruire ces pays qui, aujourd'hui, nous concurrencent. C'est une nouvelle zone de développement. Avant, c'était un désert. Maintenant, c'est une ville moderne et grandiose. Seulement, ces deux amoureux sont un peu seuls, sur une place grande comme 3 fois Tiananmen. La nouvelle Ordose est grandiose, certes,
Après tout, cette partie de la Mongolie intérieure, riche en minerais et en gaz, a le plus haut revenu par tête de Chine. Le gouvernement a donc voulu une ville éblouissante, un modèle d'urbanisme, mais voilà, c'est un bide total. L'environnement quasi désertique, les rigueurs de l'hiver, la chaleur étouffante de l'été en ont découragé plus d'un, mais pas les entrepreneurs. Les chantiers continuent comme si de rien n'était. Et après l'âge oligarchique vient le krach, où par absence de prédiction, mais la prédiction ne sert à rien dans un système comme celui-là, vu que la rentabilité de l'argent qui dans l'industrie était à 30 ans, dans la finance est à 3 mois, aujourd'hui est à 3 semaines, voire moins. Maintenant on est dans le trading à la nanoseconde, donc la prévision. Et en faisant s'endetter les pauvres, on a oublié qu'un jour les pauvres ils devaient gagner de l'argent pour pouvoir continuer à s'endetter. C'est toute l'affaire de Blight Masters, hein, mais qui est mis, autant Blight Masters c'était raconté du côté des délocalisations, du chômage, et que les prêts ninja n'ont pas pu être remboursés, donc vis-à-vis des victimes, autant là c'est de l'autre côté de la fenêtre, ah il va avoir un krach. C'est qu'il conclut par la némésis, c'est très intéressant, parce que la némésis c'est la juste vengeance. Quand dans la mythologie grecque on va vers l'hubris, on va vers la démesure, on va vers les nouveaux titans, ce qui est d'ailleurs le surnom des grandes banques à Wall Street, étonnamment, pas très étonnamment d'ailleurs, eh bien arrive la juste vengeance, qui doit remettre les choses dans l'ordre. C'est une sorte de, pas de chaos rédempteur, mais de catastrophe qui vous secourt d'un certain côté. Et il conclut son ouvrage comme ça, certainement sur, la Némésis sera certainement le dernier étage de la crise à venir. Il y aura, quoi qu'en pense notre sémillant et sautillant Premier ministre, il y aura un étage terminal à la crise. Et d'un côté, c'est l'un vraiment des points forts de cet ouvrage, c'est de pouvoir donner une culture de base qui vous emmènera vers d'autres lectures et vers un degré de compréhension supérieur. Ensuite, on peut ne pas être d'accord avec certaines des préconisations de l'auteur, vu que, bon, je pense, sans trop trahir sa pensée, que lui pense que c'est plié. Comme me l'avait dit un très haut gradé d'une très grande banque française, la fin du scénario, c'est Chaleur et Lumière. Chaleur et Lumière, qui est une allusion directe à une explosion atomique. C'est sympathique comme programme. Hein. C'est vraiment un ouvrage que, comme il est assez accessible, il faut relire peut-être une fois ou deux les parties un peu techniques, mais comme c'est un ouvrage qui permet d'avoir la culture de base pour comprendre la crise, de tous ceux que j'ai nommés, c'est peut-être celui à lire en premier, parce que pour avoir ces instantanés, et pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a en effet deux mondes qui s'ignorent. Le monde des 99% et le monde des 1%, qui eux vont bien. La crise, oui, c'est un intempérie, c'est un mauvais flash météo, mais finalement, comme le disait un représentant dans je ne sais plus quel média, je crois que c'était BFM, des petites entreprises, la crise est une opportunité, oui. Pour eux, oui. Pour vous, non. Pour vous, la crise, c'est une perte nette. Et cet ouvrage Extrême Money, si vous voulez, où vous avez ce qui doit être une photo des années 30, certainement, d'un brave homme qui prend sa casquette pour demander à des riches en calèche une aumône. Mais malheureusement, sur la photo, vous êtes là. Et eux, ils sont là. Et d'un côté, c'est une immersion dans leur monde. Il y a vraiment un aspect visuel dans cet ouvrage, un aspect de roman photo. Vous aurez des instantanés de ce monde auquel vous devez tant, oui, parce que c'est eux qui ont fait vos dettes. Ça, c'est dans sa première partie, il fait une histoire de notre perception de l'argent. Et il rappelle... Alors, il y a un point, parce qu'il y a Enos, c'est un ouvrage très touffu, il y a énormément de choses dedans. Le premier texte qui nous libère de la dette, c'est le Code d'Hammurabi. Le plus ancien texte de loi parvenu jusqu'à nous, dont l'une des brides dit qu'il y avait les jubilés d'effacement des dettes. Donc les anciens avaient cette sagesse-là. Et toute la première partie, c'est l'effacement de cette sagesse-là, dans le monde financier et dans le monde tout court. Parce que la religion de l'argent, nous l'avons eue. D'un point de vue symbolique, c'est l'enterrement du monde ancien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la nation martyre de l'Europe, là on pourrait citer Victor Hugo par rapport qui disait de la Serbie asservie par les Ottomans, quand cessera le martyre de cette héroïque petite nation? Et aujourd'hui,
c'est sur l'autel de la finance et de sa créature qui est l'euro, on détruit le peuple grec. Ensuite, dans l'ouvrage, il parle de la nécessité d'épurer les comptes. Mais il en parle avec les moyens de l'austérité. C'est là où, techniquement, j'aurais un léger désaccord, et aussi d'un point de vue politique. Parce que faire payer une deuxième fois à des populations qui n'ont rien demandé le prix de faute fait par d'autres, c'est politiquement injouable, à mon sens. Mais à un moment, il y aura besoin d'un grand jubilé des dettes. Et le pire, c'est que cette sagesse-là, nous l'avons perdue, nous, Français. Ça nous ramène à un autre ouvrage que vous connaissez bien. Nous l'avons perdu avec la Révolution française. Parce qu'avant, l'intendant aux finances de Louis XV disait, vous savez, la France doit faire faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Là encore, on retrouve la problématique de la loi du 3 janvier, la dette d'État, c'est rentable. Donc à un moment, il est normal, parce qu'il n'est pas d'investissement sans risque, que de temps en temps, on en plume quelques-uns. Et d'ailleurs, le Royaume de France a été très créatif dans la manière de plumer, entre l'audit de la dette, le tribunal, et Philippe le Bel qui avait des manières physiques. Les Templiers l'ont appris lourdement. Il y avait des manières très physiques de réduire la dette en réduisant physiquement les créanciers. Voilà, ce sont peut-être des mœurs d'un autre temps, mais on peut réfléchir, peut-être pas à celle-là, hein, j'ai pas dit ça. C'était l'ancienne finance jusqu'aux années 70, c'était encore ce qu'on appelait la vieille finance protestante aux États-Unis, et la finance à papa, à très mauvaise réputation d'ailleurs, de la forêt de Bondy en France, c'est-à-dire des gens qu'on voyait rarement, qui étaient place de la bourse, qui faisaient que de l'investissement parce qu'ils avaient, Glass-Steagall oblige, pas le droit de faire autre chose. Merci Monsieur Delors d'avoir fait la Banque universelle, sans laquelle nous ne nous serions pas autant endettés. C'est dans ces années-là que se joue à la fois la redéfinition de la puissance américaine. Tous les empires ont été des empires créanciers, sauf l'Amérique, qui est l'empire de la dette. C'est à ce moment-là que l'Amérique découvre qu'elle peut être l'empire de la dette. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que la dette, c'est bon, il suffit d'endetter les autres. Et ça, par exemple, ça fait partie de ces instantanés, justement, dont je parlais. C'est vraiment la photo prise au bon moment, si vous voulez. Mais ça, c'est assez typique des ouvrages publiés au Jardin des Livres. C'est des visuels très travaillés. C'est des ouvrages avec une forte tonalité visuelle. C'est-à-dire que quand on ouvre des chapitres d'Extrême Money, on tombe sur des années où on voit un plan d'ensemble et un plan de comportement. Et on voit que plus l'ouvrage avance, plus les deux mondes se séparent, avec des codes différents, avec une pensée différente. Il le dit à un moment, il parle de débat théologique, très intéressant. À un moment où, justement, un certain monsieur Burns, je crois, commence à dire, il est battu dans un débat. Il dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on doit aller aussi loin que ça? J'ai des doutes. Et comme dans toute orthodoxie, au sens étymologique, la juste voie, comme dans tout fondamentalisme, le doute n'est pas permis. Et il est écarté. C'est étonnant de voir étape par étape la constitution à la fois d'une croyance et d'une folie collective. C'est horrible à dire, mais c'est un ouvrage sur le veau d'or. Et en plus fait par un hindou, c'est-à-dire par quelqu'un qui vient d'un monde totalement différent d'un point de vue symbolique, d'un hindou avec une très forte culture. C'est étrange de voir un hindou vous raconter l'Ancien Testament, quoi. C'est très drôle, d'un certain côté. C'est l'histoire d'une perte de repères et d'un contre-monde qui s'est construit avec ses repères à lui, mis à part que ces repères à lui ne sont pas faits pour faire vivre des millions ou des milliards d'individus, mais pour faire vivre un tout petit monde, qui un jour, par la crise, va se rendre compte qu'au-dessous d'eux, il y a 6 milliards de Pékin. Ça ne va pas leur faire pleurer de chaudes larmes, mais c'est très étonnant. Il y a même une pointe d'humour assez britannique dedans, de comique de situation où le riche sortant de chez lui voit le SDF au bas de sa porte et lui dit « Mais cher ami, relevez-vous ». C'est pour ça que c'est un ouvrage qui pourtant pèse quand même son poids, hein. C'est pas jeune et joli, mais c'est un ouvrage qui se dévore avec cette pointe d'humour un peu nostalgique, assez britannique, d'un certain côté. Il a une approche qui est très, très ancienne du fait de planche à billets. Pour lui, la planche à billets, c'est malsain, d'un point de vue général. Là, on pourrait avoir quelques nuances. Telle qu'elle a été faite, oui, sans encadrement du crédit, etc. La seule chose, c'est que je comprends tout à fait que lui soit totalement contre, vu qu'il a été élevé professionnellement, dans un monde financier entièrement anglo-saxon. Donc ils ne connaissent pas le circuit du trésor français, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas eu d'équivalent, ni aux États-Unis. Il y a eu une tentative en Grande-Bretagne, mais qui s'est mal terminée pour le Premier ministre Macmillan au sortir de la guerre.
Donc il a une approche qui est très proche de Fekete, plus ou moins, c'est à peu près la même école. C'est-à-dire que pour lui, il fait tout débuter de la fin de l'État noir. C'est pour ça que c'est le premier chapitre. Et du dérèglement, de la prise de contrôle par les grandes banques, de la pensée des banques centrales, il en fait toute la partie alchimique, d'ailleurs. C'est le début de la partie alchimique avant la naissance des CDO. Et il le termine par les illustrations. Et c'est drôle, là par contre, il fait un petit cocorico. Il fait un chapitre entier sur Kerviel. Bon, je ne sais pas si c'est notre meilleur produit d'exportation, mais en tout cas, il a fait une imitation du pauvre d'Assise, tout à fait sympathique récemment. Il ne me fera pas verser une chaude larme dessus, quand même. Chacun ses pauvres. Enfin, c'est un pauvre fusible. Lui, il a une approche qui est très très parallèle à celle du professeur Fekete, c'est-à-dire l'or était le grand régulateur. C'est un système de barrage, si vous voulez. L'or faisait les douves, les barrages, le circuit de distribution d'eau. Le barrage cède, c'est les grandes eaux. Et sur les grandes eaux, eh bien, il y a les malins qui surfent et la masse qui se noie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une approche qui, d'un côté, je me demande d'ailleurs comment il a dû réagir à cet ouvrage-là, vu que je pense que vous lui avez envoyé. C'est une approche qui est assez parallèle à celle d'Olivier Delamarche. Les autorités économiques ont vraiment choisi leur camp, c'est la fuite en avant, c'est j'imprime, je règle tous les problèmes en imprimant. Visiblement, il y en a un qui n'est pas réglé en imprimant, c'est Détroit. C'est assez curieux parce que ça fait que 5 jours de planche à billets pour M. Bernanke, donc il aurait très bien pu le faire. Et fin de l'histoire. Vous pensez que la Fed aurait pu ou dû racheter les obligations de Détroit? Écoutez, je sais pas moi, c'est pas un problème. La dette, c'est pas un problème, d'accord? L'impression de billets, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'on nous emmerde avec Détroit? Je veux dire, on a une municipalité qui est en faillite. Je vois pas quel est le problème. C'est 5 jours d'imprimante pour M. Bernanke. Il a qu'à racheter les obliques de Détroit et fin de l'histoire. C'est pour ça que ça se termine sur une note à la fois d'espoir, parce que la Némésis, c'est l'ordre renaissant, mais l'ordre renaissant dans la douleur. Donc c'est un espoir tragique sur lequel se termine l'ouvrage. Et c'est pour ça que j'ai repris l'expression « chaleur et lumière ». Il m'avait été donné par un cadre d'une très grande banque française qui m'avait moyennement fait rire comme expression. Mais mis à part l'hypothèse ou même l'espérance d'un krach terminal, il n'a pas, parce que le robinet de liquidité ne va pas se tarir tout de suite, surtout si M. Trichet M. Draghi, pardon, ils sont tellement interchangeables qu'on les confond, ouvre le second robinet. Si les États ne se relèvent pas, ça terminera en chaleur et lumière de toute façon. Ça terminera par la bulle finale. Imprédictible, on ne sait pas quelle bulle fera sauter. Là, il y a la bulle de l'immobilier chinois qui est quand même assez solide, mais de l'autre côté, il y a la nouvelle bulle de l'immobilier américain, qui maintenant se font face à face. On ne sait pas quelle sera la bulle terminale, mais elle arrivera. Si le système suit la pente d'extrême monnaie, oui, on arrivera à chaleur et lumière. Très clairement. Ensuite, voilà, dans l'esprit français, nous, on a des moyens de réguler. Par contre, est-ce que la Grande-Bretagne pourra le faire? Très difficile à dire. Est-ce que les États-Unis le feront? C'est très loin de leur mentalité. Peut-être un retour de leur caractère économique et protestant, mais ça, j'y crois pas plus de 2 minutes, malheureusement. Il fait beaucoup de références à Keynes. Et ça, c'est l'une de ses qualités. Il prend pas Keynes en grippe de manière trop rapide, contrairement à beaucoup d'analystes de cette tendance-là. Ça ne veut pas dire que ce soit faux. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des débiles mentaux chez les keynésiens. Il cite assez souvent Keynes parce que Keynes se méfiait de la rente. Il a une détestation, peu même pour les rentiers à titre de classe. Et d'ailleurs, le projet du keynésianisme, c'était l'euthanasie des rentiers. Et pendant l'immédiate après-guerre, ça a plutôt bien marché. La seule chose, c'est que la revanche de la rente, vous savez, c'est l'Empire contre-attaque d'un certain côté. On ne les a pas vus contre-attaquer. Il y a tout un débat en France aujourd'hui pour savoir s'il faut aller vers plus d'austérité ou pas. Le président François Hollande va s'exprimer tout à l'heure dans 2 heures sur une grande chaîne de télévision française. Si vous aviez un conseil, si vous étiez son conseiller, un conseil à lui donner en matière de taxation. Vous savez, augmenter
la tranche d'imposition de ces gens-là, jusqu'à ce qu'on revienne à une économie en bonne santé. Vous savez, quand on reviendra dans le cadre des 3% de Maastricht, bien sûr, si vous êtes banquier, vous faites tellement d'argent, vous n'allez pas dire « je vais arrêter de travailler parce qu'ils ont augmenté ma tranche d'impôt ». Étonnamment, il prend en compte ces arguments à plusieurs reprises. C'est dans le milieu du livre. Il ne les prend pas de haut, mais néanmoins, pour lui, il faut épurer d'abord. Is there any solution that's going to be less than a radical, very painful solution? No. The answer is no. Otherwise, you lock yourself into a Japan-like solution of 20 years of nothing, where you basically try to grind out, and Japan still can't get out the other side, simply because there is no answer through debt deflation under those circumstances, because that's what they've locked themselves into. To break the nexus in some way, I mean, there are other solutions as well, which are equally radical. Why don't you withdraw all the money supply completely and replace it with notes which have to be spent within 2 years? Right, so you have a time value on your notes. Correct. Right. Il en parle assez peu fondamentalement des solutions, mais je pense que pour lui déjà le fait d'épurer va être tellement terrible qu'il préfère ne pas conjecturer sur le monde d'après. Il y avait eu un ouvrage qui était un des ouvrages les premiers sortis après la chute de Lehman, qui s'appelait Le roman de la crise de M. Pastret, qui avait loupé son sujet avec une constance qui force le respect. Là, vous l'avez, le vrai roman de la crise. C'est assez littéraire pour être un ouvrage non aride, mais en même temps, si vous voulez, c'est une sorte d'album photo qui commence par les photos un peu jaunies et nostalgiques, et qui termine par les photos les plus, aujourd'hui, ce qu'on appelle les plus pixelisées. C'est du monde d'ancien à l'enfer nouveau. Ça, c'est assez unique parmi les techniciens de marché, de quelqu'un qui se rappelle encore, pourtant il n'est pas très très âgé, c'est un homme qui doit avoir un peu plus d'une cinquantaine d'années, il se rappelle du monde ancien. Et il en parle parce que c'est un homme de grande culture et c'est un lettré. Autrement dit, c'est quelqu'un qui doit se sentir très seul dans les salles de marché. Il y a quelques extraits d'ailleurs assez drôles là-dessus, sur les ventes de séminaires de culture que les financiers se font entre eux pour vous dire demain pourquoi ils ont eu tort aujourd'hui. Et d'encaisser au grattage et au tirage. C'est surtout ça l'intérêt. Et étonnamment, c'est un véritable roman de la crise. Page après page, vous allez comprendre, disons, la théologie des temps nouveaux. C'est-à-dire comment on parle dans la Bible de l'argent, comment on parle avec les réflexes de la théologie de l'argent, pour en arriver peut-être à une prochaine théologie de la libération, mais ça malheureusement, ce sera dans l'après-crise.